voilà la troisième partie de ma conférence à Saint-Raphaël. Petite introduction pour évoquer avec vous mes dernières lettres Substack, en particulier celle d'aujourd'hui où je reprends comme prévu ma série sur l'affaire Epstein, et en particulier un échange entre Epstein et quelqu'un qui s'appelle Larry Summers, qui est pas n'importe qui aux États-Unis, puisque c'est un ancien patron du Trésor qui a beaucoup travaillé avec tous les présidents américains, en particulier avec Obama. Et vous allez voir, l'échange est absolument fascinant, puisqu'il permet véritablement de comprendre tous les mécanismes dits Epstein. Et une fois qu'on a compris les mécanismes d'Epstein, on comprend mieux, beaucoup mieux, les mécanismes Macron, et c'est ce que fait cette lettre, puisqu'on a trop l'habitude de regarder comme un raccourci Epstein comme un chef de file de tout ce qui peut être trafic d'enfants, trafic sexuel autour de ça, etc. Tout ça est sans doute vrai, mais c'est beaucoup plus important que ça, et c'était même pas vraiment une forme de trafic d'influence, c'était un talent, j'aurais envie de dire un talent diabolique pour faire prendre des décisions, prendre des directions à des personnes parmi les plus importantes du monde pour nous emmener pas à pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Vous verrez, c'est vraiment une lettre à lire. Je pense qu'elle est plus qu'importante, elle est fascinante. Alors je dis souvent pour mes lettres, et on me le reproche d'une certaine manière, on me dit mais le problème c'est que tu dis ça souvent. Mais si je ne pensais pas des lettres, je ne les écrirais pas. Si c'était juste des lettres pour remplir un agenda, 4 heures ou 5 heures d'émission par jour, ou faire une, deux ou trois lettres tous les jours, ou un certain nombre par semaine, en me sentant contraint de le faire, d'abord je ne ferai pas ce que je fais, ce qui est devenu mon métier, je ferai autre chose. Parce que je fais ce que je fais toujours par passion. Pas par intérêt, pas par intérêt personnel. Éventuellement, on pourrait appeler ça un intérêt pour l'humanité, mais c'est vraiment pas un intérêt personnel. Donc si j'insiste beaucoup pour dire mais lisez les lettres, et parfois on me dit mais pourquoi vous faites pas des vidéos avec vos lettres, pourquoi vous ne faites pas ceci ou cela, parce que dans mes vidéos je parle d'autres sujets, d'autres manières, souvent de façon plus interactive, en étant invité par certaines chaînes de télé en France, à l'étranger. Pour mes lettres Substack, la plupart, en tout cas celles qui sont considérées comme les plus importantes, elles sont lues et on peut les écouter sur Patreon. Elles sont lues par des voix humaines, et sinon sur l'application Substack, vous pouvez entendre une intelligence artificielle qui lit les lettres. Alors c'est de plus en plus confortable, de plus en plus agréable à lire, et puis vous pouvez faire ça en voiture, en faisant autre chose. Mais j'aime l'idée de l'écriture, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit un livre, un premier livre. En fait j'en ai plusieurs qui attendent, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille au long cours depuis 25 ans, un livre qui s'appelle Fiat Veritas Pereat Mundus, qui est publié depuis début décembre, et qui s'avère être un succès, alors que j'ai pas d'invitation ni dans les grands médias ni dans les médias moyens. J'ai quelques petits médias entre guillemets de ce qu'on appelle la dissidence qui m'ont invité, je les en remercie. Et invariablement, d'ailleurs, ça a donné des émissions qui ont bien fonctionné. Donc voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à lire ce livre, parce que je pense que plus que jamais, il est important. On voit bien ce qui se passe avec Emmanuel Macron, avec ses lunettes, avec ses petites phrases, avec son portrait officiel, avec ce qui s'est passé à Crans-Montana. Je rappelle pour ceux auxquels ça a échappé, que dans Crans-Montana, on a l'anagramme de Macron-Satan. Et il reste un N. Et alors le N, c'était une question qui était ouverte. Pourquoi ce N? Et alors il paraît que le N, c'est une lettre qui a été
qui est né en Égypte et qui vient d'un son phonétique pour dire serpent. Donc, en réalité, tout est là, tout est toujours devant nous, les dates, les nombres de morts, les chiffres, 66,6%, etc. Donc, il faut s'intéresser à cette lettre sur Epstein, cet échange avec Larry Sommer. Vraiment que je découpe souvent dans des lettres, j'ai beaucoup de concepts et parfois c'est dense. C'est vrai également dans le livre, hein, Fiat Veritas, Pirate Mundus. Mais dans cette lettre, je me suis focalisé sur un point qui m'a paru très très important. C'est le fait que Epstein dit en 2019 à Larry Sommer que Poutine désignerait l'État d'Israël comme marionnettiste de Zelensky. Et peu importe que ce soit vrai ou pas, vous allez voir tout ce que ça implique, cette phrase de Epstein dans une conversation avec Larry Sommer, qui est quelqu'un d'extrêmement important. Vous allez voir, ça va vous passionner. Sinon, je rappelle comme toujours qu'on peut trouver mon livre sur Amazon, mais vous pouvez également me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com pour que je vous propose le moyen éventuellement d'acquérir la version artisanale. D'ailleurs, je vais, comme j'ai déjà fait, en lire un passage dans la suite de cette vidéo. Alors, il y a un petit frère qui vient de rejoindre la collection Fiat Veritas Pirate Mundus. Donc, je vous avais déjà présenté la version artisanale. Donc, c'est tout en coton, imprimé à chaud, fer, lettres dorées. Donc, ça, c'est la version à lire, évidemment, parce que les pages sont cousues. Tout ça, c'est très solide. Et c'est fait pour durer. Mais vous avez également deux versions sur Amazon. Vous avez une version qui est ici, qui est en français. Donc, et pareil, le même nombre de pages, le même contenu. Et la version anglaise, donc, qui est également sur le site Amazon. Donc totalement en anglais, même nombre de pages, mais dans cette version qui bien sûr a été complètement traduite en anglais avec l'aide parfois d'intelligence artificielle, mais entièrement relue. Il y a dans cette version quelques passages supplémentaires qui ne sont pas dans la version française, puisqu'elle est venue pratiquement un mois après, et que la traduction anglaise prenait moins de pages, et donc j'ai pu insérer quelques passages que je n'avais pas mis en fait dans la première édition de Fiat Veritas. Alors des passages qui changent rien, ce sont comme des intermèdes ou des annexes, mais je tenais à le lire. Et donc voilà, cette version anglaise existe donc pour les anglophones, ou si vous avez des amis aux États-Unis, en Angleterre, qui pourraient être intéressés par ce livre, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion du tout de communiquer sur cette version entièrement en anglais. Donc voilà, ça a été d'ailleurs un sacré boulot, hein, comme vous pouvez imaginer, de traduire 555 pages de livres, un livre dense, et surtout pour essayer de garder la musique, garder la force des formules. Et je pense que c'est réussi. En tout cas, les quelques personnes qui l'ont lu en anglais, qui m'ont donné un retour, c'était plutôt enthousiaste. Alors, maintenant, ben voilà, j'ai ouvert à la page 249
et je tombe sur Aladdin. Alors Aladdin, c'est le nom du logiciel d'intelligence artificielle de BlackRock. Donc je vais vous lire ça. Orion afficha une sphère lumineuse, le cœur battant de BlackRock. Voici Aladdin, un système d'intelligence artificielle qui gère des milliers de milliards de données. Il surveille les marchés, les gouvernements, les catastrophes, les guerres. Colombo, Aladdin. Même le nom dit la vérité. Le génie enfermé dans la lampe au service de maîtres qui n'ont pas décrit, qui n'ont pas compris que le souhait les détruira. Le pèlerin. Et ce génie, que veut-il? La mer, la stabilité. C'est la grande obsession du pouvoir moderne. Que tout change, mais que rien ne bouge. Orion. Aladdin ne dort jamais. Il évalue la planète comme un organisme malade, ajuste ses flux avec un cœur artificiel. Colombo. Et l'homme dans tout cela, la mer, un organe superflu. Le système n'a besoin de nous que pour justifier ses décisions. Et la suite, la religion de la rentabilité. Colombo, j'ai compris pourquoi la finance fascine. Elle a remplacé Dieu par la performance. La mer, oui. Le bien n'est plus moral, il est statistique. Un projet est bon s'il rapporte. Une nation est juste si elle croit. Le pèlerin. Même la charité est rentable. Impact investing, fonds éthique. Orion. La vertu s'évalue en points de rendement. La mer. Le capitalisme a toujours été une religion, mais maintenant, il a trouvé sa liturgie parfaite. Les données en guise d'hostie, les indices comme évangiles, les bourses comme temples. Colombo. Et ses fidèles communient chaque matin en consultant leur portefeuille. Le pèlerin. Même les prêtres ont changé. Ce sont des analystes. L'argent qui juge. La mer. Jadis, l'argent servait à acheter. Aujourd'hui, il sert à classer. Les notations financières sont devenues les tables de la loi. Colombo. Le triple A, nouvelle trinité. Orion. Chaque pays, chaque entreprise, chaque individu est évalué. Conformité, empreinte carbone, solvabilité morale. La mer. La finance s'est arrogée le droit de décider qui mérite de vivre économiquement. Ce n'est plus le droit, c'est le score. Le pèlerin. Et bientôt, il suffira d'un mot, d'un doute, d'une mauvaise ligne dans un rapport pour être banni du marché. Colombo. L'argent juge sans appel et son tribunal est silencieux. Et ça continue. Voilà. Alors c'est pourquoi est-ce que j'avais voulu vraiment pour ce premier livre sortir le tome 4. J'ai déjà raconté plusieurs fois, ça me paraissait être un peu comme la pierre angulaire. Donc si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien c'était le livre du milieu de la série, mais celui qui permet à tous les autres de tenir droit, dans lequel il y a des concepts. Alors, il y a des personnages, vous les avez tous vus en scène dans ce rapide passage. La mère, qui est le personnage central que j'utilise souvent dans mes lettres Substack, qui est une mère récurrente, qui a un rôle très fort dans cet épisode, mais encore plus fort dans les autres tomes du livre. Donc c'est quelqu'un qui est juste, qui a une connaissance transmise de mère en fille, entre guillemets, depuis la nuit des temps, et qui a un rôle d'éducation, un rôle de morale, un rôle qu'a sans doute eu la Vierge Marie avec Jésus-Christ aux côtés de Joseph. Il y a le pèlerin. Alors beaucoup pensent que c'est moi parce que je marche beaucoup en pèlerinage, et c'est vrai, mais en réalité je suis tous les personnages, y compris la mère,
y compris Orion. Alors Orion, c'est une intelligence artificielle qui est euh, qui est sympathique, une intelligence artificielle qui a été créée vraiment au service de l'humanité, pour le bien de l'humanité, pour préserver l'humanité, mais en la considérant comme l'ultime bien précieux en fait. Cette intelligence artificielle n'a été créée que pour travailler en direction de la vérité. Pas du tout d'algorithme pour censurer, pas d'algorithme pour apaiser les esprits. Non, non, uniquement la vérité, mais pas non plus d'algorithme pour le faire avec humour, avec cynisme, éventuellement avec poésie, éventuellement avec tact, mais l'idée est toujours de faire passer un message de vérité. Et donc c'est intéressant parce qu'il est, lui, il est l'expert en fait dans toutes les questions d'intelligence artificielle qui sont au cœur. Vous verrez, dans le livre, je parle beaucoup du sujet de l'intelligence artificielle et sa jonction avec tout ce qui est l'industrie de la guerre, avec l'industrie de la santé, et évidemment, comme on voit dans ce passage, avec l'économie. Et vous avez bien vu l'évocation, en fait, là, c'était à l'échelle des grandes entreprises ou des États avec les notations, mais on pourrait avoir un passage dystopique, en fait, sur le crédit social, hein, sur les monnaies numériques reprogrammables, en fait, qui permettent éventuellement à l'État de nous payer ou de nous permettre d'avoir de l'argent, mais de nous le retirer aussi vite, parce qu'en fait, notre attitude, notre comportement, appelez ça comme vous voulez, ne correspond plus aux standards du moment. Voilà, donc on a également Colombo. Alors pourquoi j'aime Colombo? D'abord parce que c'est un de mes héros préférés de jeunesse. Je trouvais toujours assez formidable sa manière de résoudre des problèmes. Et c'était très intéressant parce qu'en réalité, on avait toujours, nous, spectateurs, conscience du problème. Mais ce dont on n'avait pas conscience, c'était comment est-ce que, justement, Colombo va réussir en un épisode, parfois en 2 épisodes, à démasquer le criminel. Alors, souvent, il a l'intuition très très vite, mais l'intuition n'est pas forcément la raison. Elle l'est en l'occurrence invariablement, mais ce que je veux dire, c'est que démontrer, c'est essentiel. Alors juste pour conclure, avant de passer à la 3e partie de Saint-Raphaël, alors vous avez vu derrière moi, il y a une très belle lampe avec un joli abat-jour. Si vous cherchez à faire des beaux abat-jours à Paris, contactez-moi. C'est une amie qui écoute les vidéos, un couple d'amis d'ailleurs, puisqu'ils travaillent ensemble, ils font des abat-jours sublimes à Paris, et ils m'en ont offert un pour Noël. En fait, c'est même pas à moi qu'ils l'ont offert, c'est à ma mère, puisque le plus souvent, quand je fais les vidéos avec le décor que vous avez autour de moi, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma mère. Voilà. Et que dire d'autre? Beaucoup de choses, hein. Encore une fois, lisez les lettres Substack sur l'antisionisme, cette loi qui risque de passer en France. Intéressez-vous au nouveau nom. Qu'est-ce qui vient en tête de Macron après En Marche, après Renaissance? Quelle est l'idée derrière le nom Nouvelle République? J'ai vraiment développé ça de façon détaillée, et à nouveau vous verrez qu'il n'y a aucun hasard, il n'y a jamais de hasard. J'ai également parlé de ce qui s'était passé à Crans-Montana. J'ai parlé de ce qui s'est passé à Davos récemment. Je parle aussi, je fais des lettres parfois qui remontent plus loin dans l'histoire, et sur une forme de main invisible de la France. Pourquoi est-ce que on a toujours l'impression que ce sont les autres qui agissent mal, mais en fait, quand on creuse, on voit que la France est bien au cœur de la matrice, mais jamais montrée du doigt. Ça ne veut pas dire que tout chez nous est mal, au contraire. Moi, j'aime mon pays, et je suis fier, très fier d'être français. Mais il y a énormément de choses dans notre histoire qui sont troublantes,
et dont le monde entier, dont l'humanité entière est en train de subir les conséquences comme jamais. Et toutes les lois sur, d'une certaine manière, l'interdiction de penser, avec les procès qui se multiplient aux États-Unis, tape ça maintenant avec Eric Hacker qui a à sa tête, semble-t-il, initie beaucoup de procès. Et on va avoir de grands changements dans tous les médias, avec le rachat de TikTok USA, avec les nouvelles normes en Europe, même les pressions sur Telegram. On se rappelle ce qui s'était passé avec Pavel Durov, mais également l'amende énorme pour X. Donc on n'est qu'au début d'un cycle. Je pense que l'année 2026 va être vraiment rodéo, et c'est pourquoi dans cet environnement qui devient complètement fou, véritablement, je vous recommande de lire le livre parmi ces 3 livres qui vous convient. La version française sur Amazon, et j'explique dans une lettre à paraître pourquoi j'ai choisi Amazon, la version entièrement made in France. Donc c'est pas imitation dorée, c'est pas imitation tissu, c'est vrai tissu, vraie dorure, superbe papier, tout est cousu, et vraiment un livre très agréable à lire, très solide, vraiment que des retours enthousiastes. Et et bien maintenant la version entièrement en anglais, et avec le même texte, mais quelques textes en plus. Donc voilà, vous pouvez les collectionner. La version artisanale, et bien comme c'est moi qui l'a fait parvenir, elle est dédicacée. Il y a une lettre jointe avec un certificat, puisque chaque exemplaire est numéroté, et il y a également une citation du livre qui est manuscrite, et je décore en fait la lettre comme une carte postale qui vous est envoyée. Alors pour vous donner une idée, ça me prend entre 20 et 30 minutes par livre. Et après, il y a le passage par la poste. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous remercie de la partager. Je vous remercie de la commenter. Et je vous remercie d'être toujours plus nombreux, fidèles, impliqués, etc. Alors, tous ceux qui ont souvent beaucoup de critiques à faire, qui me disent « Mais pourquoi vous parlez beaucoup de votre livre, vous parlez beaucoup de votre lettre Substack, vous parlez de tout ça ?» Eh bien, parce que malheureusement, si je ne le fais pas, c'est pas eux qui le feront, puisque ça les énerve. Ils voudraient juste avoir mes analyses et mes contenus sans jamais s'abonner, sans jamais remercier, et juste en critiquant. Alors heureusement, il y a des personnes qui n'agissent pas comme ça. Il y a des personnes qui achètent le livre, il y a des personnes qui veulent découvrir le miel que je propose, et il y en a d'autres qui sont abonnés à la lettre, il y en a qui font des dons. Et tout ça est nécessaire, parce que maintenant, ça fait 5 ans que je consacre ma vie à essayer de toujours mieux formuler ce que j'observe pour que ce soit transmis, et pour qu'un certain nombre de personnes se sentent libérées de tous ces doutes en fait qui assaillissent quand on observe le monde dans lequel on vit et qu'on ne réussit pas à le comprendre. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre loyauté. Cette introduction est déjà longue, donc je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci. La vision de l'avenir. Oui. Est-ce que Macron sera encore là dans 20 ans voilà. Quel est ton ressenti là-dessus? Pas forcément que Macron, c'est peut-être à l'échelle planétaire. Merci. Alors à cette question, la réponse venant de à cette question, la réponse venant de quelqu'un qui a la foi, elle est super simple. C'est que le bien l'emporte. Moi j'ai la foi, donc je n'ai aucun doute. Et donc vous sentez qu'il y a quelques personnes qui posaient la question, qui disaient « Mais avec ce qui vous arrive, vous n'avez pas peur ?» Non, moi j'ai la foi. Donc
Rien ne me fait peur. Je vais vous dire même, avant le procès, le 27 et 28 octobre, je suis parti marcher 700 km. Je n'ai pas été du tout là pour me prendre la tête avec un dossier, etc. Puisque je savais que on n'était pas dans le domaine de la justice, on n'était pas dans le domaine du droit, on était dans le domaine du théâtre et que la pièce avait déjà été écrite pour un objectif qui me dépasse complètement. Et l'objectif, en l'occurrence, de l'échéance, c'était de créer 10 coupables condamnés à de la prison dans la perspective de ce qui allait se passer aux États-Unis. Vous imaginez, c'est retentissant. 10 personnes prises, un galeriste, une cartomancienne, des fonctionnaires, un élu, un machin, des gens qui avaient des petits comptes, des grands comptes, des machins. La justice française, qui est censée être un exemple dans le monde entier, a condamné ces 10 personnes à des peines de prison pour avoir menti sur le transgenrisme de Brigitte Macron. Ce qui est absolument pas du tout la condamnation. La condamnation, si tant est qu'on puisse y avoir le moindre attachement, entre guillemets, c'est une condamnation pour cyberharcèlement avec une loi qui permet de considérer comme cyberharceleur même quelqu'un qui aurait retweeté une image en disant « qu'est-ce qu'elle est belle ». Puisqu'en fait, le système considère que quelqu'un peut faire preuve, entre guillemets, d'humour et donc dire l'inverse de ce qu'il pense pour contourner la justice. Donc la justice a anticipé ça en disant « vous pouvez dire de façon cynique que vous aimez la personne, vous pouvez dire de façon cynique ceci ou cela, et donc il n'y a aucun moyen d'échapper ». Et il suffit d'avoir été une fois pris dans le système, d'avoir fait un tweet, comme certaines personnes qui avaient 5 abonnés, 10 abonnés. Il y en a un, il n'avait même pas d'abonnés. Son post a été vu par une personne lui-même. Mais il a été considéré comme extrêmement vulgaire. Et lui, en plus, a fait de la prison ferme parce qu'il n'a pas voulu se rendre au commissariat parce qu'il ne comprenait pas, son compte n'avait aucun intérêt, il s'en foutait. Il avait fait ça, bon bah il était prêt à avoir un rappel à la loi ou un machin, mais il n'a jamais imaginé que la justice irait si loin, prison ferme. Bon, enfin, voilà quoi, c'est peut-être qu'il avait 5 abonnés, je ne sais plus exactement, parce que tout ça est très changeant, mais de toute façon, l'idée, c'était pas de dire la vérité, c'était de créer une camisole mentale pour tout le monde. C'est-à-dire que vous-même, si vous avez des frères, des sœurs, des enfants, des parents, des machins, vous allez leur dire « Attends, papy, ça suffit, tu veux quand même pas finir en prison, tu vas avoir plein de problèmes, tu vas être dans les journaux, tu vas être dans les machins, ou les mères aux enfants, et ça va te coûter cher, parce qu'en plus, il faut quand même voir 6 mois de prison, 600 € de frais de justice à rembourser à Brigitte Macron et 6 mois d'interdiction de réseaux sociaux. Quoi ? Si. Pour 6 personnes. Les autres ont eu soit de la prison ferme, non mais le fait de choisir une amende de 600, c'était quand même pour être sûr d'être bien entendu. Et puis le fait que tout le monde ait eu 6 mois de prison ferme, qui est quand même pas un chiffre traditionnel, c'est plutôt 15 jours. Mais 6 mois, c'est très long. Pour des personnes qui se sont présentées avec un casier judiciaire vierge. On ne parle pas du juge qui prostituait sa fille. Il a pris 6 mois avec sursis. C'est un non-sens ce procès. Non mais oui, mais le problème c'est que c'est un non-sens et après je vais répondre à la question. La justice française est un non-sens. Mais c'est un non-sens. Pourquoi aussi? Et ça c'est très important. C'est que il y a ces médias qui disent qu'ils ont des millions d'auditeurs. Ils auraient pu prendre le temps et essayer d'intéresser les gens à ce qui est en train de se passer. Ils n'y ont même pas consacré 1 minute, ni au moment des gardes à vue, ni au moment du procès 27-28 octobre, ni au moment du verdict. Ils n'ont pas envoyé d'équipe
Ils n'ont pas envoyé, ils n'en ont pas parlé. C'est-à-dire qu'il y a les comiques sur les chaînes qui en ont parlé, mais c'est de l'humour, quoi. Les gens, quand vous entendez l'humour, ça vous fait rire, c'est un peu caricatural, mais vous appréhendez pas l'importance de ce qui vient de se passer. Mais ils ont peut-être des ordres, non? Mais oui, mais bien sûr, mais ces médias, si vous les écoutez en ce moment, c'est-à-dire que moi, là, dans les minutes qui viennent, je vais vous parler du Venezuela, je vais vous parler de l'Iran, je vais vous parler de l'Afrique, je vais vous parler de ma vision pour les choses, et après, un ensemble global. Mais si vous écoutez les médias en question, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que le régime des Mollahs tombe. Maduro, c'était vraiment un connard. Finalement, c'est pas mal pour les Cubains qui s'en débarrassent, n'importe qui sera mieux. Alors que Maduro, c'est un mec génial, qui a tenu longtemps. Son pays, depuis 5 ans, était la plus grosse croissance du Venezuela, malgré les sanctions, etc., etc. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui disaient pour Alexis Kohler, qui disaient pour machin, en fait, ils sont en train de montrer leur vrai masque. Ils sont des complices complets du système, infiltrés par une vision anti-musulman, très très forte, extrêmement raciste. Donc c'est le côté patriote, pro, je ne vais pas citer de nom. Donc tout ce qui peut cristalliser la haine entre les chrétiens et les musulmans, ils vont le favoriser. Et donc c'est... Non mais ça c'est autre chose. Non mais ça c'est autre chose. Là, il faut pas faire. Non mais il faut. Mais ça c'est tout le problème de la généralisation. C'est-à-dire si on prend le cas de l'Iran aujourd'hui, et les gens qui veulent que l'Iran se brise parce qu'en fait il est dirigé par des mollahs. C'est peut-être des personnes qui ont oublié quel est le destin de la Libye aujourd'hui, quel est le destin de l'Irak aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train d'arriver au Liban en ce moment? Qu'est-ce qui arrive en Syrie? Qu'est-ce qui arrive dans tous ces pays-là? Parfois, malheureusement, si on prenait plus de temps pour s'écouter, pour comprendre pourquoi il y avait des flux de migrants comme ça, des gens qui ont la haine, qui sont vraiment maltraités, entre guillemets, qui va coloniser les pays d'Afrique? Qui va faire les guerres dans les pays d'Afrique et qui se plaint ensuite que les réseaux Soros, que les réseaux machins créent du trafic pour les faire venir chez nous, pour créer des banlieues et des guerres des banlieues. C'est-à-dire qui catalyse cette haine? C'est ceux qui profitent de gens qui disent souffrir de cette communauté qui n'est pas bienvenue. Et donc c'est une stratégie en fait qui a été mise en place depuis longtemps pour diviser et pour créer entre guillemets la haine. C'est comme ça. Et ça ne dit pas... Je ne suis pas en train de dire qu'on ne souffre pas de cette situation. Tout le monde souffre de cette situation. Mais en amont, ils ont souffert de cette situation. Les millions de Syriens, ils sont arrivés quand il y a eu une tentative de révolution de couleur contre Bachar el-Assad. Les millions de Libyens qui se sont dispersés partout et les armes qui se sont dispersées avec les mouvements terroristes partout. C'est Sarkozy qui a décidé. Alors ensuite, on peut dire, il faudrait nettoyer ça au Karcher. Mais c'est où Lampedusa? Lampedusa, c'est au large de la Libye. Et c'est de l'esclavage, des réseaux, des organisations soi-disant humanitaires qui font passer des milliers de personnes là et qui les imposent. Et on a la même chose en Espagne, à Ceuta, enfin à Gibraltar. Tout ça, c'est organisé par des mafias qui gagnent énormément d'argent, le même type de mafias qui font ça aux États-Unis, à la frontière, etc. Donc, c'est toujours pareil. Moi, si je suis médecin et que je vois quelqu'un qui a un bouton au milieu du visage, qui a l'air vraiment très infecté, etc., je peux lui dire de mettre du maquillage et de dire le bouton est méchant. Ou je peux essayer de me dire d'où vient le bouton. Est-ce qu'il a mangé trop de chocolat? Est-ce qu'il a une infection ailleurs? Est-ce que... Et donc, le problème existe. Il y a vraiment des violences, il y a vraiment des trafics, il y a vraiment... etc. Mais pourquoi ça existe? Et là, vous vous rendez compte que ceux qui profitent de cette violence, ceux qui aiment catalyser cette violence et la montrer, sont ceux qui l'ont créée, en fait. Et nous, on n'est que des victimes,
mais qui sont effectivement, comme vous dites, pris à partie par des gens agressifs. Pardon ? Ce qui vient derrière, c'est le manque de protection que nous réserve justement. Mais exactement, c'est qu'on nous explique qu'en fait, il faut qu'on soit extrêmement raciste pour Pour mieux nous diriger. Ben, bien sûr, et que finalement on deviendra Gaza si on ne supprime pas les migrants, etc. Moi, je pense que à la russe, c'est chacun chez soi. Et si les gens veulent venir pour des vacances, etc., c'est très bien. Mais que font les Russes pour rendre ça possible ? Ben, quand ils ont un pays avec qui ils sont partenaires, ils lui apprennent à se défendre, ils lui apprennent à mettre en place des procédures, etc., parce que les Russes sont très forts pour ça, et les Chinois, ils apportent des infrastructures. Nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait les personnes les plus talentueuses, les meilleurs cerveaux, on les piquait en disant, de toute façon, eux, c'est le truc de la jungle, autant récupérer les cerveaux, on va les former chez nous, et ensuite on ira pour coloniser encore plus profondément ce pays. C'est ce que font les Américains, même Machado, la prix Nobel, c'est quelqu'un qui a été formé aux États-Unis, qui est complètement américaine et qui est faite pour ensuite diriger selon le desiderata des Américains, comme l'était Guaido avant, l'adversaire de Machado, comme l'est le fils du Shah d'Iran qui n'a jamais mis les pieds en Iran. On ne peut pas faire plus artificiel comme sauveur pour un pays. Enfin, mis à part qu'il est le Shah d'Iran et qu'il est le patron d'une radio qui s'appelle Voice of Persia ou je sais pas quoi, et que le type est riche, parce que évidemment le Shah d'Iran, ses enfants, enfin, ils sont pas partis pauvres, ils avaient des biens partout, puisqu'à une époque c'était quasiment l'homme le plus riche du monde. Donc le problème, c'est que j'avais lu une BD, peut-être certains d'entre vous connaissent, ça s'appelle La caste des métabarons. Voilà. Et dans la caste des métabarons, c'est les métabarons, en fait, chaque génération, le fils doit tuer son père. Et chaque père ne veut pas que la caste perdure, donc il fait quelque chose pour empêcher que ça perdure. Et il y en a un, ça m'avait marqué, qui se rend... il se met des bombes qui sont, chacune des bombes est capable de détruire l'univers, et il se les met partout à côté des endroits où on pourrait le tuer. Et donc il est invincible, puisque si son fils le tue, l'univers disparaît, et s'il ne le tue pas, il ne peut pas devenir métabaron. Et donc comment il fait ? Mais en fait, le système qui a été mis en place au fur et à mesure de millénaires, etc., avec la bombe atomique du dollar, avec la bombe de la dette, avec le mécanisme des marchés financiers, avec le fait que le système de santé n'est plus fait pour soigner, il est fait pour créer des personnes qu'on entretient de la naissance à la mort avec des produits dont ils n'ont pas besoin. La nourriture, parce qu'ils sont sympas les paysans, mais quand ils pouvaient avoir la PAC, des prêts avantagés pour avoir plus de tracteurs qui en ont besoin pour leurs exploitations, ils étaient contents. En contrepartie de ça, ils ont accepté de vacciner, etc. Moi, j'en ai rencontré des agriculteurs qui m'ont dit, moi, j'ai arrêté le métier le jour où je me suis rendu compte que je ne voulais plus boire le lait de mes vaches, que je ne voulais plus manger la viande de mes porcs, quand je savais... vous imaginez, vous faites un métier, vous ne voulez même pas manger. Ce que vous faites, c'est comme des gens qui sont dans des usines alimentaires qui disent, moi, je ne mangerai jamais un saumon fumé, vu ce que je sais, ce que je vois. Mais en fait, ça ne pose plus de problème. C'est-à-dire que ça nous avait choqué au moment de la vache folle. On avait découvert que les vaches, on leur donnait à manger de la merde mélangée avec des vaches, des carcasses de vaches cuites, etc. Et on disait, mais comment les gens peuvent faire ça ? Mais ça ne pose de problème quasiment à plus personne. C'est-à-dire qu'on a franchi tous les garde-fous, un par un, puisqu'en fait, chacun se dit, non mais... j'ai pas le choix, je vais perdre mon job, j'ai une famille, j'ai des enfants, et donc on pactise avec la fin de l'humanité, en fait. Mais il y a des gens qui quittent les sociétés d'intelligence artificielle et qui disent, ce que j'observe, il faut qu'on arrête, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on passe du temps, parce que c'est en train d'aller trop loin. Mais personne ne les écoute. Trump, il double la mise.
et dit mais non, il faut écouter Klaus Schwab, il faut écouter machin, il n'y a pas de limite, ça se corrigera de lui-même. La nature a horreur de faire du mal à elle-même, elle va s'auto-corriger pour que ça profite. Ben, c'est tout le début de ce que je raconte dans Fiat Veritas Sperat Mundus, c'est que en fait, on a ce culte de croire que le progrès est un mot positif. C'est pas du tout un mot positif, c'est aujourd'hui, on est un peu comme dans Matrix, c'est le moment où le système n'en peut plus, il a envie d'exploser de tous les côtés en fait, parce qu'on a tout trahi en fait. Et le pire, c'est que c'est comme à l'époque de la Bible, hein. C'est Saint Jean-Baptiste qui est décapité en fait, c'est pas Hérode. C'est le méchant qui a le pouvoir et qui fait décapiter ceux qui essayent de faire le bien en allant dans la bonne direction. Mais ceux qui font ça ne sont pas défendus par les autres, même pas leur mémoire en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, il n'y a plus de conscience collective de l'intérêt en fait. Il y a uniquement un côté très égoïste parce qu'on a appris les uns les autres à se dire qu'on survivait beaucoup mieux en étant chacun de son côté. C'est l'espèce de légende du ah non, mais moi je m'occupe de mon jardin, tu sais, la géopolitique, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et quand on fait ça, en fait, on participe au problème, puisqu'on accepte de se dire qu'on ne fait pas partie d'une société en danger. Et donc, on n'a pas de rôle. Enfin, on va avoir si, mais c'est bien ce que je fais, je cultive mon jardin. C'est vrai que c'est bien. Mais si on a conscience, même un tout petit peu intuitivement, qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et là, c'est pas de la non-assistance à personne en danger, c'est de la non-assistance à humanité en danger. Parce que c'est ça la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se passe en 2026 ? En 2026, on a partout une attaque très très forte sur la liberté d'expression. On a partout une intelligence artificielle qui devient omnisciente, omniprésente, et qui organise petit à petit une dérive de tout. C'est-à-dire qu'elle est capable d'influencer nos opinions de façon infinitésimale, mais au fil de jours, de mois, etc., pour commencer à nous faire croire des choses qu'a priori on n'aurait jamais cru. Il y a d'ailleurs cette phrase de Juncker, je crois, qui a été reprise il y a quelques jours, qui est sortie dans les médias, et qui disait « mais les gens n'ont toujours pas compris comment ça fonctionnait. On teste quelque chose, si les gens ne réalisent pas, on le fait, et petit à petit, pas par pas, on rend la situation inextricable. » C'est comme ça que l'Union européenne s'est créée. C'est comme ça qu'à part l'Angleterre qui a réussi à en sortir dans des conditions bizarres, mais qui en fait est quasiment en train de revenir, parce que le diable est sorti par la fenêtre, il rentre par la porte, ou l'inverse. Et c'est vraiment un système qui a besoin de tout engloutir sur lui-même. Et on le sent, on le ressent, mais sans réaliser qui est à la manœuvre en fait. Et à la manœuvre, il y a notre... il ne faut pas se battre comme les paysans, etc. Il faut refuser de consentir soi-même. Il faut passer son temps à dire ça c'est le mal absolu. C'est pas un ego, c'est pas un crétin, c'est le mal absolu. Et en fait, quand tu commences à désigner le mal pour ce qu'il est, mais c'est très compliqué parce qu'il faut l'accepter soi-même. C'est pas juste parce que quelqu'un vous dit c'est ça. Moi, encore une fois, je ne vous donne pas mon opinion parce qu'elle n'a pas d'importance. Il faut que ce soit vous qui ressentiez par votre expérience personnelle que c'est ça qui se passe. Et si vous le ressentez, eh ben vous allez pouvoir le vivre pleinement et vous allez pouvoir vous sentir mieux en fait. Parce que quand vous comprenez dans quelle situation vous êtes, eh ben chaque décision, elle est compatible avec ça. Alors que sinon, toutes les décisions que vous prenez, elles créent une petite angoisse en fait, vous ne savez pas. Et d'un seul coup, peut-être la décision, ce sera de faire un jardin. Mais vous faites un jardin et vous vous isolez du monde en sachant exactement ce qui se passe, mais en ayant conscience que vous allez faire tel type de produit, tel type d'alimentation, vous allez avoir des moments de réflexion avec des personnes, et puis vous allez essayer petit à petit de créer un cercle avec plus de monde qui comprend en fait ce qui est en train de se passer. Et d'un seul coup, vous vous sentez fier en fait d'agir
dans une bonne direction. Mais ça doit venir de vous. Moi, j'ai essayé de lancer, et je continue à faire, le concept de la table rouge. J'ai une vingtaine de personnes qui me disent, je le fais, mais ça me change la vie. Et j'ai de plus en plus de personnes qui me disent ça. Mais le problème, c'est que ça doit devenir des personnes. Moi, j'ai pas envie d'avoir un rôle là-dedans. On me dit, mais pourquoi tu prends pas un leadership? Non, si les personnes n'ont pas envie de le faire d'elles-mêmes, c'est pas parce que j'essaie de les pousser à le faire qu'elles vont le faire. Chacun doit ressentir l'envie de créer, un peu comme ici, un lieu où les gens viennent écouter ou débattre ou échanger, etc. Sentir qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui est génial quand on fait la pause comme ça, c'est qu'en réalité, le fait d'avoir eu ce choc, un peu d'entendre ce que j'avais à dire, et puis parfois de réagir avec un peu... Mais vous avez tous envie de parler les uns avec les autres, en fait. Vous sentez que vous avez des choses à échanger, vous avez envie de tester, et c'est génial. Hein. Parce que c'est ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'observer ça que de vérifier en passant ma vie pendant toute la soirée à regarder les uns les autres pour voir s'il y en a qui s'endorment, qui n'écoutent pas, qui s'emmerdent. Mais voilà, moi, c'est plus agréable de regarder, de dire, ça y est, ils reparlent. Ils parlent, ils ont envie de parler de sujets dont on ne parle jamais. On ne parle pas du diable. Même à l'église, le diable n'existe plus. Non mais vous imaginez. Et c'est parce que le diable n'existe plus dans beaucoup d'églises qu'on n'a plus besoin de prier Saint-Michel. Mais Saint-Michel, vous savez, il y a quelque chose sur Terre qui s'appelle les lignes de lait. C'est des lignes énergétiques qui existent, qu'on peut... Eh bien, comment, il y a 1000 ans, ils ont pu mettre sur une des lignes de lait autant de temples à Saint-Michel, parfaitement équidistants les uns des autres, jusqu'à à côté de Bethléem, dont le mont Saint-Michel. Et dans la guerre des étoiles, vous savez, il y a un épisode où il est sur une petite île au large des Cornouailles. Et ben, l'église qui est à côté, c'est une église à Saint-Michel. Et c'est le début, enfin non, il y en a une autre, je crois, en Islande, je suis pas sûr. Mais tout ça, ça existe, les alignements de pyramides, etc. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait une question dans la cuisine et qui disait, mais vous avez l'air de ne pas croire à certaines choses. Mais moi, je crois à tout. Mais ma capacité de comprendre me limite à un certain nombre de choses sur lesquelles je m'exprime. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus le reste. Ça veut dire que pour l'instant, ma capacité de comprendre et ma foi me cantonnent à ça. Je suis très limité en fait. Mais je vis très bien comme ça. Mais je n'exclus pas les autres hypothèses. Elles sont... tout est possible. C'est-à-dire que si notre imagination est assez fertile pour développer quelque chose, comme je pense que l'imagination est créative, je me dis que ça existe peut-être. Donc, bon, il y a des choses, j'ai du mal. Je ne vais pas te donner la liste parce que ça pourrait énerver certaines personnes qui ont des certitudes sur les choses en question. Donc, en 2026, je pense qu'on est véritablement dans une époque où les forces du mal ne se cachent plus. Elles n'hésitent plus à se cacher. Je vais vous donner des exemples. Il y a en ce moment, en Iran, une situation extrêmement instable qui suit des années de sanctions, des années d'assassinats, des années de trahison, des années de tout ce que vous voulez, et récemment, 12 jours de guerre en juin 2025, où en fait c'était une guerre très asymétrique, c'est-à-dire que l'Iran se faisait détruire tous les endroits stratégiques, et eux envoyaient des missiles balistiques qui parfois atteignaient une cible et qui faisaient sauter de joie tous les gens qui aimeraient bien que les choses soient plus équilibrées qu'elles ne le sont en réalité. Et c'était pas du tout équilibré, il n'y a pas eu d'aéroport détruit, il n'y a pas eu de choses très significatives détruites, il y a eu un bâtiment qui est censé être la preuve que Israël avait perdu, c'est l'Institut Weizmann, mais l'Institut Weizmann c'est un peu comme un Institut Goethe, si vous faites sur internet, il y en a des centaines dans le monde, beaucoup aux États-Unis. Bon, il y en a un qui a pris feu à côté de, je ne sais plus quelle ville en Israël, mais sur beaucoup. Bon, peut-être que ça a rendu les choses difficiles pour les gens qui y travaillaient, mais on ne peut pas parler d'une victoire ni militaire, c'est une victoire symbolique qui a été très importante, mais surtout, en fait, le fait que l'Iran crie victoire comme ils ont crié victoire. On les a obligés à s'arrêter, on les a. En fait, c'est ce qui a justifié que les Américains continuent à donner des milliards, que le peuple américain accepte de donner des milliards à Israël pour continuer à se battre,
Parce qu'en fait, l'Iran disait qu'ils avaient gagné, et évidemment, les Américains ne veulent pas que les mollahs gagnent. Donc, ils étaient très contents, les Israéliens, que les Iraniens disent qu'ils ont gagné. Parce qu'en fait, ça servait leur intérêt. C'est-à-dire que plus celui qui avait perdu racontait qu'il avait gagné, plus celui qui avait gagné gagnait doublement la mise. Vous voyez la logique? Mais oui, mais c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, donc, il y a cette révolution de couleurs, et on a deux personnes importantes aux États-Unis qui se sont beaucoup exprimées. Il y a Mike Pompeo, qui est l'ancien patron de la CIA, qui a fait un tweet pour souhaiter tous ses vœux aux Iraniens, etc., et à toutes les personnes du Mossad qui sont à leur côté sur le terrain pour renverser le régime des mollahs. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun problème pour écrire, en tant qu'ancien patron de la CIA, que, en fait, en marge des manifestations, c'était le Mossad qui agissait. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus, ils sont fiers de le dire. Parce qu'en fait, c'est terrifiant pour les pays. Quand vous n'avez même plus peur de dire que vous avez des gens qui fomentent des révolutions, qui assassinent, qui machin, on est au-delà du non-droit, en fait. Mais c'est assumé, c'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, on a Lindsey Graham qui dit qu'en fait, évidemment, il faut renverser le gouvernement. Donc, il y a eu plusieurs... mais hier, les gens disent, mais il faisait la gueule. Il avait l'air pas heureux parce que les mollahs ont l'air de redresser les choses. Et c'est vrai, peut-être ce soir, quand chacun va rentrer chez lui, ou demain, on apprendra qu'en fait, c'est bombardé par les Américains, même si les Chinois ou les Russes ont tout fait pour empêcher. Je vais vous expliquer pourquoi c'est quasiment inéluctable. Mais Lindsey Graham a dit, on n'a pas tapé assez fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas soutenu assez fort le Mossad en Iran, on n'a pas soutenu assez fort avec des systèmes logistiques, et surtout on n'a pas assassiné assez de personnes importantes, on n'a pas eu une stratégie suffisamment claire dans cette révolution. Et c'est vrai qu'ils pensaient que l'Iran tomberait beaucoup plus vite. Sauf que ce qui s'est passé, ce qu'on découvre de plus, c'est que les Chinois et les Américains avaient anticipé, ils avaient donné plein de matériel de brouillage, de ceci, de cela, et il y avait toute une stratégie de réussir à durer. C'est-à-dire que de la même manière qu'en Europe, ils essaient de faire durer l'Ukraine jusqu'à ce que vraiment ça épuise la Russie avec de plus en plus de sanctions, ça n'en prend pas le chemin, mais le niveau de sanctions qu'a la Russie aujourd'hui, c'est quand même compliqué, puisqu'il y a des sanctions secondaires sur leur vente de pétrole, de gaz, etc. Donc même les pays comme l'Inde et la Chine, ils hésitent pour l'instant, parce que le dollar reste important, et ils n'ont pas non plus envie que le dollar s'effondre trop vite. Ils veulent que le dollar disparaisse, mais pas si vite, parce que ça crée un chaos économique dans le monde entier si le dollar tombait, qui serait équivalent à une guerre, en fait, parce que tout le système repose là-dessus. Donc, vous savez, à une époque, on nous parlait du bug de l'an 2000, et tout le monde se disait, qu'est-ce qui va se passer? Le bug de l'an 2000, les ordinateurs vont s'arrêter, les avions vont tomber, etc. Bon, si le dollar tombe, c'est plus que le bug de l'an 2000 qui n'était rien. C'est toute l'économie qui tombe, et c'est là où on réalise à qui on appartient. Parce qu'en fait, on appartient à BlackRock, on appartient à Vanguard, etc. Quand un pays a autant de dettes que les Américains, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui possède les dettes. Et quand vous avez autant d'argent que vous possédez, vous pouvez le placer, vous achetez comme Bill Gates des millions de mètres carrés, vous achetez toutes les boîtes possibles, vous achetez des rues entières, vous achetez de l'or, vous achetez des diamants, vous achetez des tableaux. Il faut réaliser qu'il y a des gens qui possèdent tout, en fait. Toutes les grosses boîtes, puis des actifs, puis. Et BlackRock, c'est 13 500 milliards d'actifs en direct. Mais après, il y a tous les effets d'escalier, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez vous avez le droit d'investir 7 ou 8, ou selon... Donc et puis c'est multiplié. Vous savez, c'est la crise des subprimes, mais version grand groupe, en fait. Et donc, les Iraniens ont réussi à résister, mais si le régime d'Iran ne tombe pas maintenant, et qu'il y a eu ces manifestations énormes pour montrer que des millions de personnes dans les rues soutenaient le régime, d'un seul coup, tout le vocabulaire, que ce soit la France, l'Allemagne,
le machin, disant qu'il faut tomber les mollahs parce qu'ils sont méchants, tombe à l'eau. Puisque le monde entier voit que le peuple soutient les mollahs contre l'Occident. Et donc, pour l'instant, c'est pas encore monté à tous les cerveaux. C'est-à-dire que vous, dans la dissidence, vous avez vu ces images, peut-être, parce qu'elles ont été montrées, pas dans les chaînes dissidentes pro-Zemmour ou pro-RN, mais dans d'autres médias, on voit que le peuple iranien a été dans la rue en millions de personnes pour défendre les mollahs. D'accord ? Et bien donc, les Américains ne peuvent pas accepter ça. C'est trop dangereux, en fait. C'est-à-dire que ce serait un précédent inacceptable. Et donc, ils ont besoin de trouver une solution pour faire tomber les mollahs très, très rapidement. Parce qu'en plus, si les mollahs tiennent à la vitesse où ils sont en train de faire tomber toutes les cellules dormantes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Le peuple iranien a compris ce qui était en train de se jouer. Et donc, le peuple iranien prend fait et cause pour le régime et dénonce tous les gens qui ont essayé de saboter. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ces gens-là ne travaillent pas pour que les Iraniens soient heureux, ils travaillent pour que l'Iran devienne la Libye ou la Syrie ou l'Irak, c'est-à-dire une nouvelle pompe à essence pour voilà, et que toute l'histoire de l'Iran soit brisée. Alors je sais que c'est compliqué parce que on nous apprend à dire les mollahs sont des méchants, etc. Mais moi je connais un petit peu l'Iran. J'ai les vaccins, les machins, etc. Parce que pendant des années, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui s'appelle Niloufar Banissab, qui est la nièce d'un président iranien. Donc on vivait ensemble, on était conjoints. Et c'était d'ailleurs une des artistes de ma galerie. Et photographe, très bonne photographe. Et donc, quand vous êtes avec quelqu'un, en fait la famille Banissab, c'est Bani Sadr, c'est des princes perses qui remontent à la nuit des temps. Dans Laurence d'Arabie, il parle même de cette famille, en fait. Et donc, forcément, ça m'a passionné. Il était vivant, le président iranien, puisque non seulement il avait été envoyé pour faire, entre guillemets, la prise de pouvoir avec l'ayatollah Khomeini, il avait été élu à 92% des voix, Bani Sadr, et l'ayatollah Khomeini était devenu l'ayatollah. Donc il y avait un double gouvernement. Puis, en fait, 1 an après, les islamistes avaient pris tous les pouvoirs, et lui, il a dû fuir, et depuis, il vivait en France. Mais c'est des gens qui sont passionnants, parce qu'ils appartiennent à un monde de rois, de princes, mais ils avaient décidé de prendre fait et cause pour le peuple en faisant les choses main dans la main avec les islamistes. Sauf que les islamistes ont voulu prendre tout le pouvoir, c'est toujours un problème, et ils ne voulaient pas le partager. Et donc, ils ont changé la règle du jeu, parce que c'était lui qui était le chef de l'État, et l'ayatollah était un personnage important. Puis, en quelques années, en fait, l'ayatollah est devenu le personnage hyper important, et la partie politique est devenue moins importante. Mais ce qui est plutôt le plus important, c'est que les Iraniens ont une conscience hyper forte de ce que c'est que l'Iran dans l'histoire. Et ça passe avant tout le reste. C'est-à-dire que les Iraniens ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qui est bien pour eux. Mais ça, il y a très peu de gens qui peuvent l'imaginer, puisque tous les Iraniens qu'on voit sur les plateaux télé, ils nous disent « Non mais c'est horrible, il faut virer ces gens-là, etc. » C'est pas vrai. 90% des Iraniens pensent l'inverse. Ils pensent qu'ils sont un pays qui a suffisamment d'histoire, qui est suffisamment développé pour changer à son rythme et se débarrasser des extrémistes. Et si vous voyez, puisque moi je l'ai vécu sur une séquence on s'est rencontrés en 2012, qu'on était ensemble de 2012 à 2018 environ, mais c'est incroyable l'évolution de la société iranienne. Ils sont passés d'un voile assez strict, mais qui était léger, à la disparition du voile. Aujourd'hui, les femmes se baladent en Iran, exactement comme en Turquie, il n'y a pas de voile. La femme iranienne, elle a voté depuis les années 70 en Iran. Et elle a continué à voter à l'époque des mollahs. La femme iranienne, c'est la personne la plus puissante de la famille. C'est-à-dire que si on doit donner des leçons, on devrait plutôt s'interroger sur la femme aux Émirats Arabes Unis, la femme en Arabie Saoudite, etc. Mais eux, c'est nos alliés. Parce qu'en fait, c'est pas des chiites, c'est des sunnites. Et il se trouve que traditionnellement, on a décidé d'être alliés avec les chiites et pas avec
avec les sunnites et pas avec les chiites. Alors que les chiites sont beaucoup plus modérés dans leur approche de la religion. Mais c'est très compliqué d'être éduqué sur autant de sujets. Et donc on nous apprend plus, à notre époque, à essayer d'avoir ce qu'on appelait dans le temps, enfin pas ma génération, mais il y a très très longtemps, une culture humaniste. On nous dit non, mais il faut être expert, il faut que tu connaisses bien ton domaine d'activité et tu seras heureux. Mais non, on ne peut pas être heureux si on ne connaît qu'un petit peu de nous. C'est comme si on connaît qu'un petit peu de nos capacités en tant qu'humain. La seule certitude, c'est que c'est un gâchis. Et donc, on vit dans un monde où tous les gens qui sont en train de devenir les experts pour parler de sujets connaissent un peu de choses sur très peu de choses, alors qu'en réalité, il faudrait avoir des connaissances importantes sur absolument tout pour pouvoir connecter les choses, parce que tout est lié, en fait. Et c'est pour ça, en fait, après, c'est les hasards de la vie et les circonstances. J'ai du bol, je me suis trouvé, comme je vous dis, invariablement là où il fallait être, au moment où il fallait être pour apprendre des choses qui se sont avérées très utiles quelques années après. Mais c'était pas mon choix. C'était la vie qui faisait que ça m'arrivait comme ça, en fait. Parce que elle, je l'ai rencontrée dans un avion. On revenait de Turquie. Et moi, je revenais parce que j'étais dans le domaine du sport et je bossais pour des Turcs, enfin, le comité olympique turc et la fédération de foot turque. Et elle venait de faire une exposition de photos. Et il se trouve qu'on était côte à côte. Et moi, je lisais les mémoires de Steve Jobs par, je ne sais plus, le gros bouquin. C'était génial, je ne pouvais pas décoller. Et elle était à côté et elle avait des chocolats. Et elle m'a donné un chocolat. Non mais voilà, ça ne devait jamais arriver en fait. On n'avait aucune raison de... Et c'est les hasards de la vie en fait. Il faut saisir les hasards de la vie, les chances, etc. Parce qu'en fait, c'est là pour une raison. Vous savez, c'est la blague du monsieur qui arrive au paradis et qui dit « Mais Dieu, j'ai prié et tu m'as laissé me noyer. » Et Dieu lui dit « Mais attends, mais j'ai répondu à toutes tes prières. » « Ben non, tu n'as répondu à aucune prière, je suis noyé. » Ben si, au début, quand il n'y avait pas tellement d'eau, j'ai envoyé quelqu'un pour te chercher et tu as dit « Non, je prie, j'attends Dieu. » Alors comme tu continues à prier, je t'ai quand même envoyé quelqu'un d'autre et tu as continué. Et quand tu étais au sommet de ton toit et que l'eau montait, je t'ai envoyé les pompiers avec un hélicoptère et tu as dit « Non, je t'ai envoyé 3 fois quelqu'un pour te sauver la vie. » Et qu'est-ce que tu attendais en fait, que je vienne en personne? Vous voyez ce que je veux dire? On a une idée de ce qu'on attend au lieu d'être heureux de tout ce qu'on a en fait, de tous les signes qu'on a. Et donc en ce moment, les signes sont qu'il y a une prise de conscience des Russes, des Chinois, de plein de pays dans le monde, que le mal absolu existe et qu'il est en train de se développer et qu'ils l'ont laissé perdurer. Ils l'ont observé à Gaza et maintenant ils l'observent partout. Ils l'observent au Venezuela. Ils l'observent avec les feux de forêt en Patagonie, en Argentine. Ils l'observent avec une nouvelle révolution de couleur en Iran. Et donc là maintenant, en fait, toute la mécanique de compréhension des états-majors chinois, des états-majors russes qui comprennent bien, je vous racontais, Poutine avec vampire, bien, mal, etc., mais qui est extrêmement compliqué, parce que c'est dur de faire de la politique eschatologique, en fait, dans un monde avec des bombes, avec des gens qui font un signe de croix et qui veulent se baigner un bain de minuit dans l'eau glacée et qui se retrouvent entraînés par le courant alors qu'ils avaient fait un signe de croix, en fait. Vous savez, vous avez vu cette image, hein, c'était une dame russe qui fait son bain de minuit et qui saute, mais sauf que c'était pas sécurisé en fait, et le courant l'entraîne. Et donc, aujourd'hui, en fait, il n'en restera qu'un. C'est-à-dire que les deux camps ne peuvent pas subsister. Voilà ce qui va se passer en 2026. C'est-à-dire que soit, en fait, les peuples, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer et avec notre énergie, avec
notre capacité, plus ce qui est en train de se passer au niveau de pays comme la Russie et la Chine, on change la donne, soit on va être écrabouillé par l'AI, par des virus, par de plus en plus de guerres, par la fin de notre capacité à penser, à nous exprimer, à débattre, etc. Donc là, vraiment, l'année 2026, c'est une année qui va être extrêmement charnière, et d'où, ensuite, il y aura une dérive jusqu'au fameux 2030. Donc soyez pas inquiets, hein, le monde ne va pas disparaître en 2026, mais en 2026, il y aura un gagnant. Et il emmènera, c'est le temps des révélations en fait. Tout est écrit dans les textes religieux en fait, mais de toutes les civilisations. C'est-à-dire que si vous discutez avec des Indiens, ils vous disent c'est maintenant. Si vous discutez avec des musulmans, ils vous disent c'est maintenant. Si vous discutez avec des juifs, ils vous disent c'est maintenant. Si vous discutez avec des orthodoxes, ils vous disent c'est maintenant. Avec des catholiques, ils vous disent c'est maintenant. C'est-à-dire que partout, aux quatre coins du monde, le cycle se passe maintenant. Mais le plus important de tout ce que je vous ai dit, c'est que la France est au centre de ça. On n'est pas un petit pays, on est au cœur de ça. Et le moment où ça devient clair, c'est vraiment l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire quand Notre-Dame brûle, puis les cérémonies des Jeux Olympiques, puis la réouverture de Notre-Dame. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, la réouverture de Notre-Dame, la dissonance de la musique de l'organiste. Alors, il faut savoir que l'organiste, quand il réouvre un lieu comme Notre-Dame, en fait, la musique doit refléter... Le réveil de l'orgue. Oui, le réveil de l'orgue doit refléter ce qu'il ressent dans le lieu. Eh bien, on voit ce que l'organisme ressentait. C'était la cacophonie, la violence, le désordre, etc. Puis il faut imaginer quand même que quand le cardinal tape sur la porte, il ne tape pas avec la crosse, il tape avec le pied, ce qui est très sale. Mais ça, c'était pour chasser les démons, puis ouvrir. Sauf qu'en fait, il n'a chassé aucun démon, puisque la cathédrale était déjà pleine. C'est-à-dire qu'ils ont trahi tous les codes qui vont avec l'exorcisme de rouvrir Notre-Dame. C'est-à-dire qu'en fait, quand le cardinal vient pour ouvrir Notre-Dame, elle doit être vide. Il fait tout un certain nombre d'actes, de paroles, etc., pour chasser les démons. C'est une cérémonie d'exorcisme. Mais à la demande de Macron, la cathédrale était déjà pleine. Donc il n'a pas pu exorciser la cathédrale. Et ça a été comme une intronisation. Et pourquoi il a accepté? Parce qu'ils acceptent tout, ils ne sont pas chez eux. La cathédrale, elle appartient à l'État français. Les travaux ont été réalisés... Non, le cardinal. Vous avez vu comment il était habillé? Ah, mais vous avez vu comment il était habillé? Il était habillé comme un Uno, comme un Microsoft ou comme un... Et ça ne correspondait même pas à ce que doit être le... Sacré, oui, un endroit sacré. Exactement. Et l'autel d'une cathédrale est censé être en bois ou en pierre. Il est en bronze. C'est même pas compatible avec ce qu'est un autel en fait. C'est comme un truc de boucher, un billot de boucher. Et le carrelage qui est au sol, un truc de franc-maçonnerie. Alors ça date d'avant la Révolution et ça a vraiment été mis par les francs-maçons avant la Révolution. C'est-à-dire qu'en fait, avant la Révolution, les francs-maçons étaient déjà en place et prenaient déjà le contrôle de tous ces lieux-là. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent des damiers comme ça dans les églises? Parce qu'en fait, dans une église, on est censé regarder vers le haut, on est censé s'élever, etc. Et en fait, en mettant des damiers, on est incité à regarder par terre. Donc on regarde le diable, on ne regarde pas Dieu. Et il faut savoir que dans Notre-Dame, les vitraux que Emmanuel Macron veut remplacer, c'était des vitraux, et il faut voir, quand Viollet-le-Duc, au 19e, met en place les vitraux, c'est une époque, on parle de gothique flamboyant, etc. Et donc ils mettent des grands tableaux. C'est-à-dire qu'au début, les vitraux sont les tableaux. C'est-à-dire que le vitrail raconte en fait le message du Christ. Mais à partir
du 18e et du 19e, et en l'occurrence, les tableaux qui sont des tableaux du 17e, je crois, ou du 18e. Je crois qu'il y en a quelques dizaines, sont offerts par les commerçants de Paris, donc les marchands. Et il n'y a plus besoin d'avoir des vitraux qui racontent une histoire, puisqu'on sait faire des grandes peintures à l'huile qui racontent cette histoire. On sait le faire depuis plus longtemps, mais la tradition, c'était pas de les mettre dans les églises. Et donc, dans les églises, vous savez, il y a toutes ces chambres de côté, et il y a ces grands tableaux, et les vitraux doivent mettre en lumière les tableaux. Donc, le rôle des vitraux, c'est plus de raconter une histoire, c'est de valoriser une histoire qui est racontée par les tableaux. Et les gens qui ont restauré les tableaux de Notre-Dame et les vitraux que Macron voudrait enlever, disaient mais c'était incroyable. À midi, le truc, ça tapait à telle époque, en plein dans le visage de telle personne, et de telle autre heure, ça tapait sur... En fait, tout était fait. Vraiment, le tableau était fait pour être à tel endroit, de telle manière, et le vitraux l'éclairait de telle manière. Et puis il y avait d'autres vitraux qui avaient un rôle de soigner, etc. Donc les vitraux qui sont changés par des scènes, ils vont être changés en juin. Là, il y a une expo en ce moment au Petit Palais ou au Grand Palais qui présente en fait les maquettes taille réelle des vitraux, et je peux vous dire, c'est épouvantable. C'est vraiment c'est des farandoles, alors là, pour le coup, on est complètement dans le wokisme, comment dire, c'est United Colors of Benetton. LGBTQ. Plus. Mais surtout, en fait, les vitraux ne vont pas jouer le rôle qui leur est dévolu, c'est-à-dire qu'ils vont assombrir la cathédrale de la lumière du soleil, donc ils vont imposer l'utilisation plus forte de lumière artificielle à l'intérieur. Donc il y aura de moins en moins de possibilités de se recueillir dans Notre-Dame. Puisqu'en fait, une cathédrale, c'est un endroit où on va se recueillir. Il y a la lumière des bougies et les vitraux, puisque là, c'est les vitraux sud qui sont changés. Donc c'est les vitraux qui apportent le plus de lumière dans la cathédrale, qui sont des vitraux très clairs, en fait, si vous les regardez. Et c'est des vitraux qui sont avec des géométries, des couleurs, enfin c'était... Et des gens qui connaissaient encore des secrets Pour les vitrages, de la lumière. Oui, c'était des secrets qui étaient transmis depuis très longtemps. Et ça, c'est des savoir-faire qui ont complètement disparu. Et on sait faire des vitraux, mais on ne connaît plus tous ces secrets. On ne prend plus le temps de faire les calculs d'inclinaison du soleil, de lumière, de tableau, etc. Tout ça doit aller vite, puisque par ailleurs, l'artiste qui fait le travail, c'est quelqu'un en plus qui fait ça en quelques minutes, quelques heures, elle le dit elle-même. C'est vraiment le mouvement, elle va très vite, elle fait ça, et elle fait un calque, et ensuite elle pose le calque sur du verre, elle dit c'est ça le vitraux. Elle est payée par Macron. Je sais pas. Mais oui, mais c'est eux qui l'ont choisi. De toute façon, ils ont tout choisi. Je vais vous raconter juste une anecdote pour Notre-Dame. C'est quelque chose qui est... C'est nous qui payons. Incroyable, oui. Oui, c'est les impôts, de toute façon. C'est Nicolas qui paye. C'est dans Notre-Dame, il y avait eu l'incendie. Et donc, une grande partie du mobilier, tout a brûlé. Il y a eu un appel d'offres. Pour la finale de l'appel d'offres, ils avaient retenu 6 candidats. La chaise qui a été retenue pèse 6 kilos. Le budget était de 6 millions d'euros pour les meubles. Enfin, je ne sais plus. Et ça, c'est un article du Figaro que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle Notre-Dame de bronze et de chêne, puisqu'en fait, il disait qui avait gagné. Et c'était incroyable dans l'article. Les 6, on ne pouvait même pas échapper. C'est-à-dire 6. Et eux, ils avaient repris la dépêche AFP un peu agrémentée. C'est-à-dire qu'ils voulaient être sûrs qu'on savait que c'était sous le signe De Satan. Exactement. Et Emmanuel Macron fait, vous savez, il a fait des discours avant, etc. à Notre-Dame, et il est avec les évêques, ils font la visite avec la presse,
Et à un moment, vous savez, il présente cet œil d'Horus, ce truc rouge avec un bleu dedans et qui est censé être le nouvel écrin de la couronne d'épines. Sachant que la couronne d'épines, la Sainte-Chapelle a été construite pour accueillir la couronne d'épines. Donc la place de la couronne d'épines, c'est dans la Sainte-Chapelle, qui, elle, appartient encore à l'Église. Donc alors que sortir de la Sainte-Chapelle, parce que même à la Révolution, ça, ils n'avaient pas... et sortir de la Sainte-Chapelle la couronne d'épines pour la présenter dans Notre-Dame, dans un truc genre œil d'Horus. Alors je ne vous raconte pas, il y a le 666, c'est partout dans ce truc-là. Mais Emmanuel Macron, il y a quelqu'un qui lui pose la question et qui lui dit « Oh, il est beau, c'est le bleu royal. » Et il dit « Non, non, c'est pas le bleu royal, c'est un bleu entre le bleu royal et le bleu Yves Klein. » Mais entre le bleu royal et le bleu Yves Klein, qu'est-ce qu'il y a comme bleu? Le bleu 666 nanomètres. C'est-à-dire que les couleurs ont une fréquence. Et entre la couleur bleu royal et Yves Klein, il y a un bleu qui a une fréquence de 666 nanomètres. Mais c'est tout à fait exact. Vous allez pouvoir vérifier en 2 secondes. Hein. Et il a insisté pour être sûr que c'était su. Et ce même bleu utilisé pour faire des chapiteaux avec des étoiles, comme dans les loges, enfin dans les temples maçonniques, etc., etc. Et donc, tout ça, ça montre bien que c'est plus caché. Ensuite, quand on fait toutes ces recherches, après je vais revenir sur 2026, mais il faut que vous réécoutiez 2 discours d'Emmanuel Macron. Il y en a un qui date de l'année dernière, et c'est un discours qu'il fait auprès des francs-maçons. Et il dit, texto, que la France est la fille naturelle de la République. Il ne dit pas exactement qu'on est la fille aînée de l'Église, il dit qu'on est la fille naturelle de la République. Et si vous vous rappelez, la fille naturelle, c'est quelque chose qui vient du Code civil de Napoléon, et c'était une manière polie de dire la fille de pute. Et donc il annonce qu'en fait, la France est la fille de pute de la République, en fait. Mais il sait très bien ce qu'il dit quand il dit la fille naturelle de la République. Je ne sais pas si vous pouvez croire que c'est une erreur de langage, ce n'est pas une erreur de langage. Et ensuite, un peu avant l'incendie de Notre-Dame, il avait fait un discours aux Bernardins devant les évêques. Et là, je ne peux pas vous dire tout le discours, il est relativement long, mais c'est saisissant. Parce qu'en fait, il fait faire un pacte avec le diable. Stop. Sinon, ils vont venir les chercher ici. Non, il fait un pacte avec les évêques qui vont l'acclamer en explicitant que maintenant, finalement, la mère de l'Église, c'était la République française, lui, et que l'Église devait faire don. Je ne sais plus ce que c'était, de la sagesse, de la vérité, à l'État, et que lui serait garant, entre guillemets, de ça. Et il l'avait acclamé comme des otaries, en fait. Et parce qu'en fait, quand vous écoutez le discours, c'était une question qui était posée tout à l'heure, c'était très séduisant. C'était entraînant, lyrique, etc., etc. Et personne n'avait envie de le siffler à ce moment-là. Bon, il venait de sauver la France de la marée brune. C'est en 2018, je crois, le discours des Bernardins. Mais en fait, il a tout fait devant nous. Les élections, la photo, les Bernardins, les francs-maçons, l'incendie, les cérémonies, les machins, la dissolution, le ceci, le cela. Il a fait 1 milliard de trucs, mais tout le monde le prend pour un con. Moi, je suis un sportif, enfin moins maintenant, mais quelqu'un qui gagne tout, entre guillemets, je sais que il peut pas être nul. C'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'assure qu'il ne peut pas rater. Alors, est-ce que c'est des gens très puissants, vous savez, qui passent leur vie quand il est prêt à faire une connerie, qui mettent quelque chose sous ses pieds pour pas qu'il trébuche?
Il faudrait être très fort. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste quelques minutes peut-être. Pourquoi 2026 est une année charnière et positive? Est-ce que ça s'accélère en fait? Ils n'ont pas réussi à mettre KO la Russie. La Russie a été résiliente. La Chine également. Et la dette américaine. En fait, le point clé, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais il y a quand même l'économie réelle. Donc il y a l'eschatologie, mais il y a le monde réel. Et dans le monde réel, les Américains ont fabriqué au cours des dernières années beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient fabriqué depuis l'histoire des États-Unis. Mais cet argent a une valeur grâce au pétrodollar, grâce au fait que c'est les États-Unis, que ça a de la crédibilité, etc. Mais ça a correspondu également à de la dette. Et donc jusqu'à là, le Japon, la Chine, il y avait pas mal de pays qui acceptaient d'être payés en dette. C'est-à-dire qu'ils convertissaient l'argent qu'ils recevaient des Américains en bons du trésor américain. Mais ça avait de la valeur. Le bon du trésor, ils mettaient 1 milliard, ils allaient toucher quelques pourcents d'intérêt, quelques années d'après, ils récupéraient 1 milliard, plus ils avaient eu les intérêts au fur et à mesure. Donc les pays arabes faisaient ça, tous les pays arabes, en fait, sur 100 qu'ils avaient, ils mettaient 30 en bons du trésor, 30 en armement, 30 pour, et 10 pour le peuple. Mais maintenant, ils ne veulent plus faire ça non plus, parce que tous se disent, il se passe quelque chose de très grave pendant la période de Covid, où l'imprimante a tellement marché aux États-Unis et en Europe. Les taux d'intérêt étaient négatifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous aviez peut-être entendu vaguement, mais les pays pouvaient emprunter et ils étaient payés pour emprunter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était dans une période de décroissance économique. Donc il y avait décroissance économique. Donc en fait, 1000 valait plus que 998 à la fin de l'année, puis 996. Vous vous rappelez, il y avait eu une décroissance. Donc pour que ça perde si peu de valeur, les banques étaient prêtes à le faire, puisque les pays avaient 4-5% de décroissance, et personne ne savait à quelle vitesse elles allaient revenir. Donc les bons du Trésor étaient rémunérateurs pour l'emprunteur. Et enfin, ils coûtaient de l'argent à celui qui prêtait de l'argent. Et on prêtait de l'argent en perdant de l'argent. Et sauf que ce qui se passe, c'est que maintenant, cet argent arrive à terme, et le nouvel argent à emprunter, il est à 3 ou 4%. Mais quand vous avez 10 000 milliards à refinancer, 10 000 milliards qui vous rapportaient 1% ou 1,5%, ou ça c'est ce que ça va vous coûter, 3 ou 3,5%. Mais c'est considérable sur 10 000 milliards. C'est des centaines de milliards, mais qui vont s'incrémenter sur le reste. Et c'est cette année que ça tombe. D'où cette urgence absolue des Américains de s'attribuer le pétrole du Venezuela, de s'attribuer pour dire, vous inquiétez pas, notre dette elle est solvable, on a 38 000 milliards de dollars de dette, ou 39 000 milliards, mais on vient de mettre la main sur 300 000 milliards de dollars de pétrole, d'or, d'argent au Venezuela, et on va mettre la main sur l'équivalent en Iran. Donc on peut continuer à s'endetter tranquille. Et évidemment, le Groenland, c'est la même chose. Le Groenland, c'est un peu différent. C'est le mythe cul du style, en fait, on est tous de mèche. Et finalement, les Russes et les Chinois veulent bien qu'on prenne le Groenland et l'Amérique du Sud, et on leur laisse l'Europe et l'Ukraine, etc. En réalité, c'est complètement faux. Les Russes et les Chinois n'ont pas du tout envie que les Américains s'installent au Groenland, parce que la raison principale de s'installer au Groenland, c'est que la Terre est ronde, et si les Américains mettent plein de missiles, etc., au Groenland, en fait, ils peuvent toucher très rapidement la Russie, et donc ils recréent un déséquilibre des forces qui leur est favorable. C'est-à-dire que c'est impossible pour les Russes, vu l'étendue de leur territoire, de se protéger de missiles qui arriveraient du Groenland par rapport à des missiles qui arriveraient des États-Unis continentaux. Et puis de sous-marins, c'est peu de missiles en fait. C'est trop, parce que c'est des missiles qui seraient hyper destructeurs. Mais l'idée, c'est vraiment d'installer des missiles et de continuer dans cette course aux armements qui sont en train de perdre. Parce que le Groenland, en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de minerais, etc. Mais on voit les Russes, tu vois, ils exploitent très peu, à part le gaz en Sibérie.
c'est tellement coûteux, c'est tellement compliqué, les conditions climatiques extrêmes, etc. C'est plus géopolitique. Ouais. Et puis c'est les routes commerciales, c'est la route du Grand Nord. Donc c'est empêcher en fait la Russie de développer vraiment complètement la route du Grand Nord. Mais qui n'est pas vraiment un problème pour la Russie, puisqu'en fait la route du Grand Nord que veulent vraiment déplacer les Russes, c'est une route qui va de Mourmansk à la Chine et qui ne va pas être du tout du côté du Groenland. Mais à terme, ça pourrait être intéressant. Mais comme j'ai répondu à votre question, je pense que 2026 va décider vraiment du sort qui gagne en fait. Est-ce que... voilà, moi j'espérais que Trump était vraiment du bon côté. Hein. J'étais plutôt casquette, cheveux dorés. Hein, Pas du tout. Et maintenant, malheureusement, Pas du tout. il a... Alors par contre, excusez-moi, je peux poser une question. Vous ne saurez peut-être pas y répondre, je l'espère. On m'a dit que Poutine était un chrétien croyant, pratiquant. Il avait, oui, et qu'il avait une responsabilité sur la Vierge, qui avait une Vierge particulière, qui avait, je ne sais pas laquelle, mais qui avait été mise à Kiev, et donc il ne pourrait pas attaquer Kiev, quoi qu'il arrive, à cause de cette responsabilité de la Vierge qu'on lui a donnée. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, alors je suis au courant que le pape aurait dû venir bénir la Russie avec la Vierge qu'il a pas fait. Exactement. Et autre chose, en fait, c'est qu'à Kiev, il y a une statue de Saint-Michel ou de Saint-Georges, très importante pour les Russes, et qui est le symbole de la ville. Et ça, c'est vrai que les Russes n'auraient pas du tout envie de détruire. Ils croient vraiment à la victoire contre le diable, en fait, puisque c'est l'histoire de... Mais c'est pas la Vierge, c'est vraiment Saint-Michel ou Saint-Georges. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, ça existe. Ouais. Poutine a ouvert au moins 2000 églises, enfin, depuis qu'il est au pouvoir. 2000 églises qui ont été construites. Oui, il est très pratiquant, très croyant. Bon, je crois qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses. Il est devenu. Alors c'est ça qui est intéressant parce que, en fait, la complexité de la Russie, c'est que les personnes qui sont hautes au pouvoir aujourd'hui sont des gens qui ont été formés au KGB. Et le KGB, c'était pas Dieu. Dieu n'existe pas. Et évidemment, Poutine, c'était quelqu'un qui était du KGB. Et il y a vraiment eu cette migration. Mais le parcours de Poutine est fascinant. Mais le plus fascinant dans l'histoire de Poutine, c'est le rôle d'Eltsine. C'est-à-dire qu'Eltsine, on le voit tous comme quelqu'un qui est un alcoolique, etc., etc. Et pourtant, Poutine a fait les plus belles obsèques, les plus beaux mémorials à Eltsine. Pourquoi? En fait, quand Eltsine reprend le pouvoir, la première fois, les Américains et les Anglo-Saxons, en fait, sont déjà en train de découper la Russie, les mafias apatrides, beaucoup d'oligarques qui vivent entre Tel Aviv, Londres, Miami, etc. La Russie ne s'appartient plus à elle. C'est des grands groupes anglo-saxons, un peu de groupes français et beaucoup d'oligarques juifs, en fait, pour simplifier, qui contrôlent la Russie. Et Yeltsin est un très mauvais président pendant toutes ces années. Mais ce que fait Yeltsin, c'est que au dernier moment, il utilise la seule chose qui pouvait sauver la Russie, c'est qu'il démissionne quelques mois avant une élection qui était déjà totalement trafiquée par les Américains qui contrôlaient encore une fois tous les rouages du pouvoir, et il nomme Poutine, qui est quelqu'un que lui-même a identifié. Dans les mémoires d'Eltsine, il parle de Poutine comme le meilleur qu'il ait croisé, qui a été identifié par quelqu'un qui s'appelle Alexis Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, qui était une des personnes les plus influentes en fait de la Russie, mais au sens de la Russie qui s'aime et qui se respecte. Et il nomme Poutine et il résiste. C'est-à-dire que les Américains, tout le monde ne veut pas qu'il fasse ça, et si, il décide quand même, parce que c'est le dernier pouvoir que la Constitution lui laisse et qui n'est pas contrôlé par les autres. Et donc Poutine est nommé jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez, et personne ne le connaît, personne ne sait très bien qui c'est, personne n'a imaginé même qu'il serait candidat
à la présidentielle. Il ne fait pas partie du tout des gens qui sont possibles. Au début, il hésite beaucoup. Finalement, il accepte le job et il gagne en fait l'élection présidentielle, puisqu'il a le job en intérim, puisque c'est ce que lui donne... mais l'intérim devait durer une durée limitée. Et c'est pour ça qu'en fait, Helsinki lui donne le job qui est la durée maximum qu'il pouvait avoir jusqu'à l'élection, qu'il remporte. Puis il est élu une fois, puis il est élu 2 fois, puis il devient Premier ministre de Medvedev. Et c'est une période catastrophique pour les Russes, parce que c'est le moment où la Russie finalement abandonne la Libye, puisque c'est le vote de Medvedev qui s'abstient à la résolution de l'ONU, qui donne finalement carte blanche pour aller détruire Kadhafi. Et Poutine n'a jamais pardonné ça. Pour lui, c'est la grande trahison. C'est-à-dire qu'il a vécu plusieurs choses terribles, Poutine. Il est arrivé sur les cendres de la Yougoslavie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu protéger la Yougoslavie, donc ils considèrent ça comme une plaie béante, et le Koursk, puisque Poutine, et c'est pour ça que les Ukrainiens ont fait leur incursion à Koursk, en fait, c'était très symbolique, puisque le début de la carrière de Poutine commence par le plus grand sous-marin du monde qui est détruit, et sa campagne est censée s'écrouler suite à la reprise, en fait, la contre-offensive à Koursk de... Il n'y a pas de hasard, comme Boutcha, le boucher de Boutcha, etc. Enfin, Boutcha, tout ça, en fait, il n'y a rien du hasard. C'est-à-dire, si vous voyez que même les noms chantent quelque chose pour qu'on le garde, comment s'appelle le Premier ministre français aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il n'y a pas de hasard. Il est le Premier ministre, le seul ministre qui est là depuis le début. Et c'était pas juste le Cornu, ça a été le Cornu 1 et le Cornu 2. Il a été 2 fois Premier ministre. C'est un bis cornu. Non mais, il a été 2 fois Premier ministre. Il était Premier ministre, puis démissionnaire, puis re-Premier ministre. Il a été 2 fois Premier ministre. La place est bonne. Non, mais non, c'est tout à ça, c'est symbolique, c'est pour faire passer... Les messages passent, mais on refuse de les voir, en fait. Sors de ce corps. Ben oui, mais... Mais c'est ça, c'est ça. Exactement ça. Et d'après vous, il y aurait, on va voir en 2026 comme vous dites, mais qui serait le bien pour vaincre le mal, notamment le diable? Ah mais il va rester. Il va rester d'après vous? Mais alors il faut bien, il y a 2 choses. D'abord, il a nommé président du Conseil constitutionnel quelqu'un qui s'appelle Ferrand, qui est son bras droit depuis le début. C'est-à-dire quand il s'est lancé avec En Marche, Ferrand c'était vraiment son âme damnée en fait, celui qui a tout organisé, qui a structuré, etc. Et donc il est président du Conseil constitutionnel et Ferrand depuis toujours est favorable à la fin de cette limite du nombre de mandats. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on explique que Poutine est un tyran parce qu'il a fait plusieurs mandats, mais quand ça ne concerne pas la Russie, Trump dit qu'il veut en faire un et ses experts sont en train de travailler là-dessus. Macron dit lui-même, Macron, au cirque d'hiver, l'année dernière, j'aurai besoin de vous en 2027, j'aurai besoin de vous en 2032. C'est lui qui le dit. Et il le dit face caméra, en sachant que tout le monde l'entend. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, il y a des constitutionnalistes qui disent qu'en fait, la limite, c'était pas en nombre de mandats, c'était lié au temps. C'est-à-dire que c'était le septennat à l'époque. Et l'idée, c'était qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 septennats, parce que 2 septennats, c'était 14 ans. Et c'est vrai que 14 ans, tout le monde disait, c'est long, quoi. Il n'y a aucun pays au monde qui laisse un président aussi longtemps. Les Américains, c'est limité à 2, ça faisait 10 ans. D'autres pays, c'était 6. D'autres pays, c'était 3 fois 4, 12 ans, etc. Mais là, c'est devenu 2 fois 5. Et les constitutionnalistes disent, l'esprit de la Constitution, c'est 2 fois 5 plus 4, par exemple. Si il se présentait pour faire un mandat de 4 ans, ce ne serait pas du tout constitutionnel, mais c'est l'idée, en disant, si les Français m'élisent, ça veut dire que quelque part, ils changent la Constitution pour m'autoriser à aller
jusqu'au terme d'un 3e mandat en respectant l'esprit de la Constitution qui était 14 ans. Donc il y a 1000 échappatoires. Et comme il nous explique tous les jours que Marine Le Pen est invalidée, que Bardella, que ceci, que cela, que... En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a que lui. Donc il est détesté, mais quand vous vous baladez en France, et moi je me suis beaucoup baladé en marchant, les gens ne l'aiment pas, mais ils disent, il n'y a pas mieux. Sinon, ils disent qu'est-ce qu'on va mettre? Mais oui, mais c'est pareil. Et quand on dit qu'est-ce qu'on va mettre, ça sous-entend, il est là, il est irremplaçable. C'est les vieux. Non, pas du tout. Bon, il y a d'autres questions? Pardon? Ah non, moi je suis devenu interdit. Il peut pas. J'ai été condamné. Il est condamné à Même si j'avais voulu, mais ce qui n'est pas le cas. Interdit de quoi? De présenter. Ça va avec la condamnation. Non, mais stop. Vous pouvez même pas aller voter. Alors, il faut aller avec le Christ. Bon, mais il n'y a plus de questions. Même pas truqué. Les... Ah si. Mais de toute façon, les élections, elles sont truquées à partir du moment où les médias sont, et les instituts de sondage appartiennent aux mêmes personnes qui sont en liaison très étroite avec les candidats privilégiés. Il faut bien voir que pour l'élection de 2017, mais pareil pour l'élection de 2022, il y a très peu de couvertures qui ont été faites par quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron au cours des mois qui ont précédé l'élection. Et en tout cas pas par les autres candidats. Donc l'élection est truquée si l'équilibre de la présence dans la presse n'est pas équilibré. Le samedi du 2e tour de l'élection est totalement illégal. Libération titrait « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». Mais c'était en 4x3, partout en France. Où est-ce qu'ils avaient trouvé, alors que ce journal est ruiné, l'argent pour faire ça? Il est ruiné en termes de lecteurs, mais il touche en aide des fortunes. Et comme il distribue beaucoup de journaux gratuits dans les universités, dans les écoles, il a un gros tirage, donc il a plus d'aide. Et comme il soutient, t'imagines, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et puis maintenant, à qui appartient Libération, à qui appartient Le Monde, à qui appartient... c'est un cercle fermé, en fait. Est-ce que vous avez des jeunes qui vous suivent? Parce que bon, on est là tous un peu âgés, mais on ne pas. Je sais pas. Vous savez pas. Non, mais dans oui, les oui. conférences, dans les gens qui rencontrent, vous arrivez à sensibiliser à la jeunesse? Et ils ne s'intéressent pas du tout à ça. En fait, on leur a expliqué que c'était idiot de s'intéresser à ça. Alors ils ne s'intéressent pas. C'est un peu ce que je disais avec le jardin. C'est TikTok. Qu'est-ce que je vais faire chier à écouter 3 heures alors qu'en 10 secondes, j'aurai plus d'infos sur TikTok. En fait, c'est plus l'assimilation lente. En fait. Oh! Bon, il reste de la place dans le chapeau. Pardon.